patients notamment des gestes alternatifs. Cette akinésie correspond également à un trouble de la motricité automatique. Et puis vous savez que le troisième signe de la triade, c'est l'existence d'une hypertonie plastique qu'on appelle également rigidité extrapyramidale. Alors ce que vous voyez également sur cette vidéo, que vous voyez, là ce que vous voyez c'est les troubles de la marche qui se fait à petits pas avec le demi-tour décomposé et la posture penchée vers l'avant. Mais ce que l'on voyait chez le patient précédent, on voit également chez celui-ci, c'est le caractère asymétrique de la symptomatologie, avec une symptomatologie qui débute toujours de manière unilatérale et qui restera asymétrique au cours de l'évolution. Alors, les signes de début sont variables. La maladie peut débuter par n'importe lequel des signes de la triade. Lorsqu'il s'agit de l'akinésie, ça peut être une micrographie, une lenteur dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne ou des troubles de la marche. D'autres signes peuvent révéler la maladie, des douleurs en particulier du fait d'une symptomatologie rhumatismale qui est consécutive à l'akinésie, à la diminution des amplitudes articulaires qui est liée à l'akinésie ou à l'hypertonie. Et puis, dans certains cas, on peut avoir une dystonie, qui est en général une dystonie d'effort, qui peut révéler également la maladie de Parkinson. Et cette dystonie d'effort qui précède la maladie, enfin qui annonce la maladie, se voit plus volontiers dans les formes juvéniles de la maladie. Alors, devant un syndrome parkinsonien, quels sont les critères en faveur du diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique? Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de la maladie de Parkinson idiopathique, celle qui est liée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire. Il y a un certain nombre de critères cliniques, donc le début unilatéral, la présence d'un tremblement de repos qui est un tremblement de repos pur, une aggravation progressive, l'asymétrie persistante des symptômes et surtout la bonne réponse au traitement antiparkinsonien. On en rediscutera tout à l'heure. Par contre, il y a un certain nombre d'arguments qui sont contre le diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique. Quels sont ces arguments? C'est la présence d'un autre signe neurologique, la présence d'une dysautonomie ou de chute précoce dans l'évolution de la maladie. Bien sûr, une dysautonomie et des chutes peuvent se voir dans la maladie de Parkinson, mais après plusieurs années d'évolution, alors que si vous avez ça dans les 3 premières années, eh bien, il faut évoquer un autre diagnostic. Une dystonie fixée d'un membre et persistante est également un argument contre la maladie de Parkinson idiopathique, de même l'absence d'asymétrie ou la prédominance des signes axiaux. Alors quels sont les autres syndromes parkinsoniens qui ne sont pas des maladies de Parkinson idiopathiques et dans lesquels il existe un des signes dont je viens de vous parler, c'est l'atrophie multisystématisée, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale ou la maladie à corps de Lévy dont je n'ai bien entendu pas le temps de vous parler ce matin. Il y a d'autres syndromes parkinsoniens également que vous connaissez qui sont secondaires, en particulier les syndromes parkinsoniens iatrogènes, vasculaires ou toxiques qui souvent se présentent, en tout cas pour les syndromes parkinsoniens vasculaires, de manière également un peu différente de la maladie de Parkinson. Alors la maladie de Parkinson, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, évolue au cours du temps et si elle débute de manière unilatérale, va se bilatéraliser progressivement, vont apparaître des troubles de la posture et en l'absence de thérapeutique, les patients vont perdre progressivement leur autonomie, pouvant devenir grabataires ou confinés au fauteuil roulant. Alors, on parle, et on a longtemps parlé, essentiellement des troubles, des signes moteurs de la maladie de Parkinson, puisque, surtout quand on n'avait pas de moyens thérapeutiques pour lutter correctement contre ces signes moteurs, mais on sait maintenant que le pronostic de ces patients est meilleur, que leur durée de vie est plus longue, qu'il existe également donc des signes non moteurs et qui sont très handicapants pour les patients et qu'il faut prendre en charge de la même façon qu'on prend en charge les signes moteurs. Donc parmi ces signes non moteurs, il y a essentiellement des signes neurovégétatifs, avec la survenue d'une hypotension orthostatique, mais qui est
plus tardive que dans l'atrophie multisystématisée. Une hypotension orthostatique dans la maladie de Parkinson peut être liée à la dégénérescence qui va toucher le système dysautonomique, mais peut être également iatrogène, il ne faut pas l'oublier dans sa prise en charge. Les troubles mictionnels qui sont caractérisés par une hyperactivité du détrusor et finalement une pollakiurie, la constipation dont je vous ai déjà parlé. Les autres signes non moteurs sont les troubles psychiatriques avec une dépression, une anxiété qui sont inhérents à la maladie de Parkinson. Des troubles cognitifs également, mais dont je ne parlerai pas puisque c'est le thème de l'intervention de François Vialet. Il y a également des troubles du sommeil qui sont un phénomène extrêmement fréquent dans la maladie de Parkinson, et quand on interroge les parkinsoniens et leurs conjoints sur la nuit, ils ont souvent beaucoup de choses à nous raconter parce que souvent ils dorment très très mal. Il y a une fragmentation du sommeil nocturne qui est liée en partie aux troubles urinaires, mais également à la réapparition des signes parkinsoniens au cours de la nuit. Il y a une somnolence diurne qui est non exceptionnelle, qui peut être liée à la mauvaise qualité de la nuit, puisque les gens dorment mal au cours de la nuit, mais qui peut être amplifiée par des phénomènes iatrogènes, puisqu'un certain nombre de traitements antiparkinsoniens peuvent donner une somnolence diurne et même ce que l'on appelle des attaques de sommeil qui surviennent sans prodrome, et qui pose un problème important chez les sujets jeunes atteints de maladie de Parkinson et qui sont toujours en activité professionnelle et ont besoin de conduire leur voiture. Alors, je vais terminer en parlant du traitement. Donc, les principes du traitement dans la maladie de Parkinson, c'est essentiellement donc de compenser le déficit dopaminergique. Je vous ai dit qu'il y avait une dégénérescence des neurones dopaminergiques, même si elle n'est pas exclusive, et on en reparlera ou d'autres en reparleront plus tard. Elle est quand même à l'origine de la plupart des signes des signes moteurs de la maladie. Et il va falloir donc compenser le déficit dopaminergique avec comme idée, dès le départ, de privilégier une stimulation régulière et non pas pulsatile des récepteurs dopaminergiques. Alors, jusqu'à présent, on ne disposait d'aucun médicament qui soit capable de prévenir ou de ralentir la mort des neurones dopaminergiques. Donc on n'a pas de traitement étiologique, on a uniquement des traitements symptomatiques. Alors je ferai une petite réserve tout à l'heure en parlant, en disant un mot de l'Azilect. Alors comment fait-on pour compenser le déficit dopaminergique? Eh bien, on a plusieurs possibilités. Eh bien, on peut apporter de la dopamine exogène, donc sous la forme de L-Dopa, qui va passer la barrière hémato-encéphalique et être transformée en dopamine. On peut donner des agonistes dopaminergiques qui vont mimer l'action de la dopamine au niveau des récepteurs. Ou bien, on peut donner aux phases précoces de la maladie, ou par la suite également d'ailleurs, des inhibiteurs de la MAOB qui sont des inhibiteurs des enzymes du catabolisme de la dopamine, donc qui augmentent la quantité de dopamine endogène présente. Donc, on a ces trois possibilités. Le choix dépend souvent du neurologue et de ses habitudes. On sait que la L-Dopa, en tout cas dans les formes de début, lorsqu'on initie le traitement, la L-Dopa est beaucoup plus active ou de manière plus spectaculaire sur les signes parkinsoniens que les agonistes dopaminergiques, mais elle expose plus rapidement à la survenue de dyskinésie et de fluctuations d'effets. Par contre, les agonistes dopaminergiques ont des effets secondaires plus importants en dehors des dyskinésies, que la L-Dopa. Donc, comment choisir? Donc, chacun a ses habitudes. Ce que l'on a tendance à dire malgré tout, c'est que chez les sujets jeunes, avant 60 ou 65 ans, qui débutent leur maladie, on va privilégier les agonistes dopaminergiques, alors que chez les sujets plus âgés, eh bien, on privilégiera en première intention la L-Dopa. Alors, je vous ai dit, les agonistes dopaminergiques ne sont pas dénués d'effets secondaires. Il faut les connaître lorsqu'on les manie. Il existe en particulier des signes
des effets secondaires qui sont liés aux effets dopaminergiques périphériques, nausées, hypotension orthostatique. Certains, en particulier les agonistes dopaminergiques ergotés, mais pas uniquement, peuvent donner des œdèmes des membres inférieurs et des valvulopathies cardiaques. La plupart des agonistes dopaminergiques peuvent être à l'origine d'une somnolence diurne et de ces attaques de sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont beaucoup plus hallucinogènes que la L-Dopa, et chez un parkinsonien qui a des hallucinations et qui prend des agonistes dopaminergiques, il faudra en première intention penser à réduire, voire arrêter les agonistes dopaminergiques, et ils sont beaucoup plus que la L-Dopa également responsables de phénomènes de dysrégulation dopaminergique dont je vous dirai un mot tout à l'heure si j'ai le temps. Alors, en ce qui concerne les IMAO-B, qui sont qui agissent en inhibant la MAO-B, qui est une enzyme du catabolisme de la dopamine. Jusqu'à présent, on ne disposait que de la sélégiline, qui est un traitement symptomatique de la maladie de Parkinson. Depuis quelques mois, on dispose également d'une autre IMAO-B, qui est la rasagiline, qui agit également donc sur la MAO-B et donc constitue un traitement symptomatique de la maladie de Parkinson. Il existe un certain nombre d'arguments pour penser que ce médicament pourrait également avoir un petit effet que le laboratoire appelle disease modifier, enfin ça veut dire un petit effet sur le cours évolutif de la maladie et pourrait éventuellement ralentir légèrement l'évolution de la maladie. Alors sur quoi est-ce que on s'appuie pour dire ça? Je vous montre rapidement une diapositive où qui résume une étude où on comparait deux groupes de patients. Donc un groupe de patients atteints de maladie de Parkinson, donc débutantes, que l'on traitait immédiatement par rasagiline, c'est les patients qui sont en bleu, et un groupe de patients on traitait par rasagiline au bout de 6 mois. Donc une introduction différée, ce sont les patients qui sont initialement qui sont en pointillé et initialement en jaune. Donc, dans le groupe traité initialement par rasagiline, on voit une amélioration du score moteur qui correspond à l'effet symptomatique. Et puis, comme la maladie de Parkinson est une maladie qui progresse au cours du temps, on voit que le score moteur se redégrade de manière progressive. Chez les sujets traités de manière différée, eh bien, initialement, il y a une aggravation du score moteur, puisqu'il n'y a aucun traitement. Et puis, lorsqu'on instaure la rasagiline, il y a une amélioration du fait de l'effet symptomatique, et puis le score moteur se réaggrave progressivement. Donc, les deux courbes deviennent parallèles, mais il persiste toujours une différence, donc un score moteur meilleur chez les patients qui ont été traités initialement par rapport aux patients qui ont été traités de manière différée. Et cette différence qui persiste serait un argument pour penser qu'il existe malgré tout un effet sur l'évolution de la maladie, puisque le fait d'avoir donné de manière précoce de la rasagiline a permis à la maladie d'évoluer de manière plus lente. Alors, comment évolue la maladie de Parkinson traitée? Je vous ai montré tout à l'heure l'évolution du patient non traité. Le patient traité, vous savez qu'on parle classiquement de deux phases. Une première phase au cours de laquelle le traitement est très efficace, c'est ce qu'on appelle la lune de miel du parkinsonien. Et puis, au bout de plusieurs années ou quelquefois quelques mois, enfin ça dépend, c'est très variable d'un sujet à l'autre, va apparaître le stade des fluctuations et des dyskinésies, qui est à l'origine d'une dégradation de la qualité de vie du parkinsonien. Donc pourquoi est-ce que surviennent ces fluctuations? Eh bien parce que la maladie évolue, parce qu'il y a une augmentation de la dénervation dopaminergique, et une des explications, mais qui n'est pas la seule, il y a une diminution des possibilités de stockage de la dopamine au niveau du système nerveux central. Alors les fluctuations, il y en a de deux types. Enfin, les fluctuations de l'état moteur correspondent également à ce qu'on appelle les akinésies de fin de